Ça me fait plaisir d'être avec vous. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc j'accélère le rythme un peu. Voici le plan de la présentation. D'abord, définir les termes. C'est souvent de la confusion chez les médecins dans la population et en général, les termes ne sont pas toujours bien compris. Les buts de la légalisation, une comparaison entre les lois néerlandaises, belges et québécoises, des statistiques néerlandaises et belges concernant les cas déclarés, des résultats d'études indépendantes sur des cas qui ne sont pas déclarés et leurs caractéristiques, les différences culturelles entre les pratiques de fin de vie en Belgique. On sait que la Belgique, il y a la Wallonie et la Flandre, et donc les caractéristiques pour les pratiques médicales sont différentes. Et il y a des confusions qui sont issues des méthodes d'enquête, notamment de certaines questions que je vais vous présenter. Puis, je vais terminer en parlant des groupes vulnérables. Et enfin, la conclusion porte sur des leçons qui pourraient être tirées pour le Québec de cette analyse. Alors, les définitions. L'aide au suicide, c'est la personne elle-même qui se donne la mort. C'est comme dans le cas sous Rodriguez, dans le cas de Mme Carter qui est allée en Suisse pour obtenir l'aide au suicide. Ce n'est pas légal au Québec. L'euthanasie, acte qui consiste à mettre fin intentionnellement à la vie d'une personne autre que soi pour abréger ses souffrances. L'euthanasie, c'est la même chose que l'aide médicale à mourir, n'est-ce pas? Il n'y a pas de différence entre les deux. La sédation palliative continue, intervention clinique induisant l'inconscience comme moyen de soulager les symptômes réfractaires chez des patients dont la mort est proche. Dépénaliser, retirer les articles du Code criminel qui, c'est à l'honneur là, depuis hier, retirer les articles du Code criminel qui condamnent les pratiques d'euthanasie et d'aide au suicide. L'arrêt Carter avait rendu inopérants 2 articles du Code criminel et c'est ce que la Cour supérieure dit que finalement, on ne peut pas appliquer la loi au Québec avant que la période qui avait été prévue d'1 an soit terminée, c'est-à-dire en février prochain. Légaliser, encadrer les pratiques d'euthanasie et d'aide au suicide dans une loi, c'est ce qu'on a fait au Québec avec la loi 2. Institutionnaliser, mettre en place des pratiques d'euthanasie et d'aide au suicide dans nos institutions et les encadrer par des règles institutionnelles. Donc, ce sont les règles qui vont régir à l'interne les pratiques. Les buts de la légalisation de l'euthanasie, respect de l'autonomie des personnes en fin de vie, plus de transparence dans les pratiques médicales et un contrôle sur les pratiques médicales en termes de soulagement de douleur, sédation palliative continue et euthanasie. Je vais parler surtout d'euthanasie. Les lois. Alors, si vous regardez comment se définissent les lois, elles sont assez semblables avec quelques divergences. La définition, c'est la même que celle qui a été donnée précédemment. Seul un médecin peut le faire dans les 3 endroits. La personne doit être atteinte d'une maladie grave et incurable. Elle doit être en fin de vie. Ça, c'est une spécificité au Québec. Sinon, on ne trouve pas ça ailleurs. Elle est apte à participer au processus décisionnel. Elle doit faire une demande explicite, volontaire, éclairée, sans pression et répétée. Ça, c'est les conditions d'un consentement libre et éclairé, n'est-ce pas? Elle doit éprouver des souffrances physiques ou psychiques insupportables et inapaisables. Le problème dans les autres pays, c'est de définir quelles sont les souffrances psychiques qui peuvent donner accès à l'euthanasie. On pourra y revenir. Les souffrances jugées insupportables par la personne même, ça c'est propre au Québec, c'est la personne elle-même qui juge si ces souffrances sont insupportables. Elle peut demander l'euthanasie dans des directives anticipées. Ce n'est pas dans la loi québécoise, mais on retrouve cette règle aux Pays-Bas et en Belgique. Elle doit faire une demande écrite en Belgique, au Québec. Elle doit consulter le premier médecin qui reçoit la demande doit consulter un second médecin et faire rapport au coroner aux Pays-Bas qui transmet à la commission ici au Québec et au CMDP. Et puis, les règles pour les enfants, comme il n'y en a pas question ici, je ne vais pas trop élaborer là-dessus. Ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation. Les statistiques sur les cas déclarés. Alors, vous voyez que la loi a été édictée en 2002 dans les 2 pays. Ici, on parle des Pays-Bas. Et puis, vous voyez qu'à partir de 2006, il y a une augmentation graduelle de plus de 10 ou plus par année, jusqu'en 2014.
Aux Pays-Bas, les euthanasies se pratiquent à domicile, surtout par des généralistes. Et ce sont surtout les personnes atteintes de cancer qui demandent et reçoivent l'euthanasie. Ici, ce sont les mêmes statistiques pour la Belgique. Et vous voyez aussi une augmentation graduelle depuis 2002. Ce que vous voyez en bas du graphique, là, ce sont les déclarations en français. Et puis, par rapport aux déclarations en néerlandais, bien, vous voyez la grande différence. En 2003, ça représente, il y a 20 de déclarations en français par rapport à 80 de déclarations en flamand. Le pourcentage des cas déclarés aux Pays-Bas par rapport aux cas non déclarés, finalement, ça nous permet de savoir quels sont ceux qui sont rapportés par rapport à ceux qui ne le sont pas. Évidemment, ce ne sont pas les données des commissions qui nous permettent d'évaluer les cas non rapportés. Ce sont des enquêtes indépendantes qui ont été demandées aux Pays-Bas dès les années 1990 à partir de la commission Remlink pour évaluer et faire des enquêtes à partir des certificats de décès. On envoie des questionnaires aux médecins et le médecin répond. Il n'y a pas d'identification, l'anonymat est complètement protégé. Il y a un seul numéro de série sur le questionnaire, donc on ne peut pas identifier d'où ça vient, qui a répondu, et ils sont retournés à un avocat. Ce qui fait que le taux de réponse est très, très élevé, au-dessus de 70 ce qui est très bon pour des enquêtes, parce que quand on regarde les enquêtes autrement, sans garantie d'anonymat, les taux de réponse ne sont pas tellement élevés. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une augmentation des cas rapportés là, de 90 à 2010 aux Pays-Bas, mais on voit aussi qu'il reste toujours une proportion de cas qui ne sont pas rapportés. Puis comme on l'a montré dans le graphique pour la Belgique, bien, dans certains endroits pour la Belgique, bien sûr, j'ai une statistique ici, j'ai une statistique seulement pour 2007 parce que ces mêmes études avec garantie d'anonymat ne sont pas faites d'office en Belgique, mais la statistique pour 2007, c'est qu'il y a 52,8 des cas qui ont été rapportés cette année-là. Les caractéristiques et les raisons des cas non déclarés, ça c'est très intéressant. Vous voyez dans le tableau ici toute la différence. Vous avez les cas rapportés à gauche et les cas non rapportés ici. Il y a plus de requêtes uniquement verbales dans les cas qui ne sont pas rapportés. Il y a moins de discussions avec un autre médecin. Il y a moins de références en soins palliatifs. Ici, on parle de relaxants neuromusculaires barbituriques. Ce sont les produits qui sont utilisés pour pratiquer des euthanasies. Et donc, ici, on voit qu'ils sont rapportés, ces cas. Et les cas qui ne sont pas rapportés correspondent à des euthanasies, mais qui sont faites avec les opioïdes par le médecin, mais aussi dans une proportion quand même assez importante par les infirmières. Les raisons pour ne pas déclarer. L'acte n'est pas perçu comme étant de l'euthanasie. Un fardeau administratif de remplir les rapports, etc. Des doutes concernant le respect des règles. Les règles de rigueur, c'est la traduction de due care en anglais pour les critères d'accès à l'euthanasie. Une entente privée entre le médecin et son patient. On va voir que aussi en Belgique, chez les francophones, ça revient, cette idée que l'euthanasie n'a pas nécessairement à être déclarée parce que ça fait partie d'une entente privée entre le médecin et son patient. Et la crainte de poursuites, de conséquences légales. Les différences culturelles, bien, vous avez vu comment il y avait des écarts entre les déclarations en français et les déclarations en flamand en Belgique. Et donc, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à voir en quoi consistaient ces différences culturelles.
Et ici, ce que je vous ai rapporté, c'est tout ce qui est statistiquement significatif en termes de différence pour les deux groupes. Et donc, vous voyez qu'il y a plus, de médecins français qui font les déclarations en français, là, des Belges qui font des déclarations en français. Il y en a plus qui n'acceptent pas de pratiquer l'euthanasie. Ils considèrent qu'il y a un accès suffisant, s'il y a un accès suffisant à des soins palliatifs, les requêtes pour abréger la vie sont presque inexistantes. Mettre fin à la vie peut faire partie de bons soins de fin de vie. Souvent, c'est le mot « soin » qui fait problème pour les francophones. Là, je pense que c'est la même chose ici au Québec. Je suis plus consentant à effectuer la sédation palliative continue sur requête que de mettre fin à la vie sur requête. Alors, on voit aussi la différence ici entre les médecins qui répondent en néerlandais et ceux qui répondent en français. Les médecins doivent préserver la vie de leur patient en toutes circonstances, même si le patient demande à mourir. On va voir tout à l'heure qu'il y a d'autres études, parce que c'est une étude quantitative ici, mais il y a des résultats d'études qualitatives qui expliquent davantage les raisons pour lesquelles les médecins ont cette position. L'euthanasie doit être accessible aux mineurs. En fait, l'enquête a été faite avant que ce soit légalisé, parce qu'en Belgique, on est passé vite, mais dans le tableau, il y a une possibilité d'accès à l'euthanasie pour les mineurs. La loi sur l'euthanasie entravera le développement des soins palliatifs. Ça aussi, ce sont des raisons qu'on entend quelquefois au Québec. Je suis suffisamment informée sur le contenu de la loi, mais les médecins francophones ne considèrent moins, en tout cas, ils considèrent moins que les médecins flamands qu'ils sont bien informés. La consultation d'un deuxième médecin, que ça peut faire partie des soins de fin de vie. Ça aussi, les résultats sont moins bons ici. L'euthanasie est une affaire privée. On retrouve ça ici. Là, voyez-vous comment le pourcentage quand même est assez élevé de médecins qui croient que ça doit rester du domaine privé. Déclarer les cas d'euthanasie fait partie de la bonne pratique médicale. Et là, bien, on voit qu'il y a une différence importante quand même, au moins un peu plus de 20 % entre les deux groupes. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est, j'ai regroupé ici les réponses précédentes. Et puis, j'ai tenté de voir dans les résultats d'études, d'autres résultats d'études, comment ça pouvait confirmer ce qu'on retrouve dans ce résultat d'enquête quantitative. Alors, disons que pour ce qui concerne que plus de médecins francophones ne veulent pas pratiquer l'euthanasie, ce n'est pas nécessairement les médecins francophones qui pensent la même chose, c'est-à-dire que dans les résultats d'études sur plusieurs pays, il y a eu des études de Cohen, entre autres, sur 6 pays européens, puis une autre étude dans 33 pays. Il inclut des endroits, évidemment, où ce n'est pas légal. Bon, on retrouve aussi une certaine proportion des médecins qui ne veulent pas pratiquer l'euthanasie. Il y a au moins 3 études qualitatives qui donnent des raisons pourquoi ils ne veulent pas pratiquer l'euthanasie. George et ses collègues en 2008, par exemple, interviewent des omnipraticiens et 14 sur 16 d'entre eux tentent d'éviter d'avoir à faire l'euthanasie parce que c'est contre leurs valeurs personnelles ou à cause du fardeau émotionnel auquel ils seront confrontés quand ils vont pratiquer l'euthanasie. Chez les médecins de première ligne aux Pays-Bas, 22 médecins ont été interviewés par Van Marwijk et Haverkate. L'impact émotionnel s'exprime dans les relations avec le patient, la solitude, le rôle de la famille et les pressions sociales. Enfin, chez Sercou et ses collègues en 2012, 52 omnipraticiens en Flandre, leur volonté de pratiquer une euthanasie est influencée par la nature de la requête, par leur point de vue et les circonstances qui rendent l'euthanasie légitime.
et aussi par leur habileté à injecter la dose létale. Plusieurs préfèrent donc augmenter les doses d'opioïdes et pratiquer la sédation palliative continue plutôt que de donner une injection létale qui va faire en sorte que la personne va mourir et décéder abruptement. Une étude de Van den Block en 1989 montrait que les médecins francophones en Belgique pratiquent plus la sédation palliative continue que les médecins néerlandophones. Concernant le fait que plus de médecins francophones pensent qu'ils doivent préserver la vie à tout prix, bien, il y a des études, entre autres Smet 2011, Cohen 2006, il a fait 2 études, qui confirment le fait que le facteur religieux est statistiquement déterminant dans la volonté de ne pas pratiquer l'euthanasie. Pour ce qui concerne la loi, bien, il faut dire que la loi en Belgique, elle a été votée au Parlement quand les chrétiens, les sociodémocrates, n'ont plus été majoritaires. Et la Flandre a influencé beaucoup parce qu'on a d'abord rédigé la loi en flamand, puis ensuite, à lire les écrits, on n'est pas sûr que les francophones étaient intégrés dans cette démarche. Et les choses sont passées en Belgique de manière très différente de ce qui s'est passé aux Pays-Bas, où aux Pays-Bas, les médecins ont participé beaucoup à l'élaboration de la loi et tout, alors qu'en Belgique, ils s'en sont tenus quand même assez loin. Alors, ce n'est pas étonnant de voir, par exemple, dans une étude dont je vais présenter les résultats, c'est-à-dire dans l'étude, en fait, de Smet, la région de Liège n'est absolument pas représentée parce que les médecins ne répondent pas aux enquêtes. Alors, ils sont moins informés sur la loi. Et il y a un autre facteur aussi qui explique ça, c'est qu'en Flandre, il y a une association qui s'appelle LEIF, L-E-I-F, qui est un organisme qui apporte un soutien aux médecins qui font de l'euthanasie, alors que le même service n'existe pas du côté francophone. Alors, il y a aussi le fait que la consultation d'un deuxième médecin n'est pas toujours considérée comme optimale par certains résultats de recherche montrent que, par exemple, le consultant se demande s'il doit uniquement vérifier les critères de rigueur ou bien s'il doit aussi conseiller des soins palliatifs. Concernant l'attitude des médecins francophones face à la loi, l'enquête de Smet et ses collègues effectuée en Flandre montre que les médecins sont inconscients des pratiques associées à l'euthanasie, n'ont pas une connaissance suffisante de la loi, donc ça vérifie ces résultats, et considèrent que les procédures sont un fardeau. Ça appuie en fait l'idée que l'acte d'euthanasie est un acte privé entre le médecin et son patient. Il y en a 27 % des médecins qui pensent ça dans les résultats de l'étude de Smet et ses collègues. Accepter de provoquer la mort sans requête demeure un acte qui passe inaperçu, ce que les médecins bruxellois pratiquent plus que les autres. On va le voir dans d'autres résultats d'études. Et puis, bien, il y a l'identification de cas type, l'identification de cas type qui vont impliquer un paralysant musculaire. On voit dans le dernier point ici que les médecins francophones ont moins de facilité à identifier les cas, mais moi, je vous dirais que la manière dont c'est présenté dans les enquêtes, les questions qui sont posées, on va les voir tout à l'heure, influencent dans ce sens-là les réponses des médecins. Les cas hypothétiques, ici, c'est une étude d'identification des actes médicaux par les médecins. C'est une étude qui a été faite du côté des Pays-Bas. On identifie 3 cas types, qui est un cas d'euthanasie, une sédation palliative terminale et un soulagement de la douleur.
Et puis, on fait des variations. Il y a les 3 cas types, mais ensuite, on présente d'autres cas. On en présente une 50aine, finalement, puis on les fait identifier. Alors, les résultats montrent que quand il s'agit du paralysant musculaire qui est utilisé, à ce moment-là, les médecins, à 99 considèrent qu'il s'agit d'euthanasie, mais 37 des cas qui impliquent un usage disproportionné de la morphine n'ont pas été identifiés comme des euthanasies, et 11 des cas impliquant un usage proportionné de la morphine sont identifiés comme des euthanasies. Alors, on voit que ce n'est pas vraiment clair pour les médecins comment identifier certains actes en fin de vie. On retrouve aussi des résultats sur l'identification de cas hypothétiques en Belgique en 2009. Vous voyez que 19 des médecins n'ont pas identifié correctement. Alors, il y a déjà une différence entre les Pays-Bas et la Belgique, dans le sens qu'aux Pays-Bas, on identifie vraiment clairement l'euthanasie à partir justement des produits utilisés, alors qu'ici, en Belgique, il y a quand même 19 des médecins qui ne l'identifient pas correctement. 27 ne savent pas qu'il faut rapporter. 39 ont indiqué ont identifié comme étant de l'euthanasie un cas d'intensification du soulagement de la douleur et des symptômes et à l'aide de la morphine. Et 37 ont identifié un cas de sédation palliative terminale comme étant de l'euthanasie. L'interprétation des critères inclus dans la loi de souffrance intolérable, ça, c'est une étude de Ritchen et ses collègues aux Pays-Bas. Ils présentent 8 cas hypothétiques. Le cas standard, c'est une dame avec un cancer des os métastatique, très souffrante, qui n'est pas soulagée par la morphine sous-cutanée. Et tous les groupes, parce qu'on fait une enquête auprès de 3 groupes, les médecins, les consultants et puis les membres des commissions. Et on s'aperçoit que les médecins sont ceux qui vont juger de manière... c'est difficile pour eux de considérer comme étant une douleur intolérable, surtout les raisons qu'on peut lire là, ici au paragraphe concernant les différences ici. Les médecins sont moins nombreux à juger la souffrance intolérable, et particulièrement les différences statistiquement significatives pour la crainte de détérioration future. Donc, ce n'est pas une souffrance qui est actuelle, mais plutôt anticipée. Dépendance extrême, fardeau pour les autres et début de démence et perte de dignité. Alors, dans tous ces cas-là, les médecins ont beaucoup de difficultés à juger qu'il s'agit d'une souffrance intolérable. Remarquez qu'au Québec, c'est la personne elle-même qui juge si sa souffrance est intolérable. Donc, à la limite, aller en hébergement, ça peut être considéré comme une souffrance intolérable. Pour tous, la fatigue de vivre est considérée moins souvent comme une douleur intolérable, et ça, on peut vérifier ça aussi dans une autre étude qui, auprès de la population, je cherche ma référence exacte, là, mais il y a une étude qui vraiment montre qu'aux Pays-Bas, que dans la population, il n'y a pas non plus d'acceptation du critère de fatigue, de fatigue de vivre qui pourrait être considéré comme un critère donnant accès à l'euthanasie. Certaines confusions sont issues des méthodes d'enquête. Alors, ici, vous avez les questions qui sont posées dans les enquêtes depuis 1990 aux Pays-Bas. Et la Belgique s'est inspirée des mêmes questions pour être capable, évidemment, de comparer les résultats. Et il y a toujours ces 3 questions qui revenaient dans ces enquêtes. Avez-vous pratiqué une abstention ou un arrêt de traitement en tenant compte de la possibilité ou de la certitude que cela hâterait la mort? Alors, voyez-vous le flou là-dedans, là, avec l'intention explicite de hâter la mort du patient. Et ce qui nous intéresse davantage, parce qu'aujourd'hui, on parle plus nécessairement ni d'euthanasie passive, ni du fait que l'arrêt de traitement pourrait être éthiquement non acceptable. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les questions 2 et 3. Avez-vous intensifié le soulagement de la douleur et des symptômes
en tenant compte de la possibilité ou de la certitude que cela entraînerait la mort, et partiellement avec l'intention de hâter la mort. Alors, voyez-vous comment il y a du flou dans ces questions et comment c'est possible pour le médecin s'il pratique l'euthanasie, par exemple, avec de la morphine en ayant l'intention de soulager la douleur, bien, ça va passer inaperçu dans les résultats. Et là, vous avez la troisième question qui, elle, est en lien vraiment avec les moyens. Parce que si vous regardez en deuxième question, c'est plus l'intention qui est évaluée. Tandis qu'en troisième question, la mort était-elle le résultat de l'administration, fourniture, prescription de médicaments avec l'intention explicite de hâter la mort du patient? Alors là, c'est clair que c'est l'euthanasie, mais il peut y avoir des cas d'euthanasie qui seraient cachés sous la réponse à la deuxième question. Et si on regarde ici la classification des interventions en fin de vie, on pose aussi 5 questions hypothétiques aux médecins, puis on leur demande d'identifier les situations. Et puis les repères qui permettent à identifier les situations sont les suivants: sédation palliative ou terminale, intervention qui met fin à la vie sans requête du patient, et euthanasie avec un paralysant musculaire. Là, c'est clair parce que le moyen est indiqué. Alors les médecins reconnaissent plus la nature de l'acte à partir du moyen utilisé maintenant. Soulagement de la douleur et des symptômes avec possibilité de raccourcir la vie, ou euthanasie avec la morphine. En fait, euthanasie avec la morphine, on n'en parle pas beaucoup parce que comme les commissions n'ont pas recommandé dans aucun cas d'utiliser la morphine pour faire des euthanasies, mais plutôt un paralysant musculaire avec ou sans barbiturique, bien, alors, l'euthanasie avec la morphine, bien, c'est pas conforme à la loi, ni plus ni moins, ni à la manière dont les commissions examinent les rapports des médecins. Ce qui n'est pas perçu dans les résultats d'études non plus, c'est l'intervention qui met fin à la vie sans requête du patient. Parce que comme ce n'est pas conforme à la définition qu'on trouve dans la loi, bien, il n'y a pas d'obligation de le déclarer. Donc, ça pose un problème. C'est que si on utilise la définition incluse dans la loi, bien, nécessairement, dans la loi, il faut qu'il y ait une requête. Et s'il n'y a pas de requête, donc ce n'est pas de l'euthanasie. Alors, c'est un problème parce qu'il faudrait une définition d'euthanasie plus large pour être capable, évidemment, dans les résultats d'études, de savoir exactement quelles étaient les intentions. Et en fait, la différence entre soulagement de la douleur et euthanasie, c'est avec la morphine, c'est la surdose. Parce que si on soulage la douleur en respectant les pratiques médicales admises, la personne vivra probablement plus longtemps. Et on n'est pas en train de mettre fin à sa vie. Mais si on utilise une surdose avec l'intention de faire mourir la personne, bien là, ça devient de l'euthanasie. Mais comme ce n'est pas un paralysant neuromusculaire qui est utilisé, bien, ces cas-là passent inaperçus. Alors, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des cas qui ne soient pas rapportés et que dans les cas non rapportés, ce sont les opioïdes, dont la morphine, qui sont utilisés. Alors, les commentaires. Une zone grise existe dans les questionnaires standardisés qui permet aux médecins de classer des euthanasies effectuées avec de la morphine sous le vocable « intensification du soulagement de la douleur avec intention de raccourcir la vie ». Identifier un acte en fonction de l'intention de le déclarer ou non, ce que certains résultats d'études montrent, c'est une distorsion, évidemment, dans les résultats de recherche et ça va entraver le contrôle sociétal sur les actes d'euthanasie. Steck et ses collègues ont reconnu l'existence de ces distorsions et mettent l'emphase sur l'importance de concevoir des questionnaires valides et non ambigus dans les recherches sur la fin de vie. Et ils sont d'avis que si ce n'est pas le cas, de petites différences dans les définitions des pratiques peuvent avoir un impact important sur les résultats. Et l'utilisation d'une définition légale pour juger de tous les cas d'euthanasie cause problème, évidemment, parce que ce qui ne correspond pas à la définition n'est pas considéré comme l'euthanasie, donc ça n'est pas régi ou contrôlé par la loi. Dans les faits, un acte peut être qualifié d'euthanasie sans inclure tous les critères légaux
comme dans le cas où la mort est provoquée sans requête du patient. Si on dit que les cas d'euthanasie doivent être rapportés, mais que le cas de figure qu'on vient de citer, sans requête, n'est pas considéré comme de l'euthanasie, alors le médecin n'a pas à déclarer cette intervention et la loi ne contrôlerait finalement que les pratiques euthanasiques qui vont respecter les règles édictées dans la loi. Les groupes vulnérables, bon, ici, c'est 2 études qui ont porté sur la vulnérabilité. En fait, la 3e qui est citée là critique l'analyse et les résultats de recherche de Batten, mais aussi comment l'étude est faite avec une méthodologie défectueuse. En fait, si vous regardez Norwood, elle fait une enquête d'observation sur 15 omnipraticiens et le titre de son papier, de son article, Vulnerability on the Slippery Slope at the End of Life, a Qualitative Study of Euthanasia, General Practice and Home Death in the Netherlands. Et puis, vous regardez ce qu'elle en conclut. Il y a une évidence que la pratique au jour le jour des discussions qui sont conduites par le médecin a plus tendance à maintenir la vie qu'à l'abréger. Et finalement, il n'y aurait pas de pente glissante, selon elle, à cause de cette étude. Bien, on comprend très bien qu'on ne peut pas généraliser une étude d'observation sur 15 personnes et que le facteur de désirabilité dans un cas de même est très fort parce que quand le chercheur il fait une observation auprès d'un médecin, le médecin, évidemment, il veut agir de la meilleure façon possible. L'enquête de Batten, c'est une enquête populationnelle et elle étudiait supposément différents groupes sociaux et économiques pour montrer qu'il n'y avait pas de dérive. Et elle aussi, le titre de son article, c'est Legal Physician Assisted Dying in Oregon and the Netherlands, Evidence Concerning the Impact on Patients and Vulnerable Groups. Et donc, pour elle, il n'y a aucun groupe vulnérable sauf les personnes atteintes de sida. Puis aujourd'hui, maintenant qu'existe la trithérapie, bien, probablement qu'on ne considérerait pas les personnes atteintes de sida comme étant plus à risque de mourir d'euthanasie. En fait, ce qu'elle a fait, c'est elle a examiné les populations en fonction de l'âge, du statut social, du genre, du revenu économique, du niveau d'éducation, etc., pour conclure que finalement, il n'y avait pas de risque de pente glissante à la pratique. Et donc, cette étude, en fin de compte, ne rejoint pas les personnes qui sont vraiment vulnérables. Pour moi, c'est clair que les personnes vulnérables sont celles qui ne répondent pas aux critères de la loi. Donc, de recevoir l'euthanasie sans l'avoir demandé, entre autres, c'est un critère de vulnérabilité. L'enquête de Batten est intéressante, mais en fait, moi, il y a plusieurs années, j'avais contacté un statisticien pour qu'on examine cette étude et le statisticien m'avait dit « mais non, on ne peut pas travailler ça parce qu'on n'a pas les données directes ». Et effectivement, là, moi, j'ai laissé tomber. Et puis, je viens de retrouver un résultat d'étude de Finlay et George qui vraiment critique Batten, qui est très cité pour dire qu'il n'existe pas de groupe vulnérable et qui, eux, montre comment la méthodologie est défectueuse dans cette étude et comment elle utilise des facteurs socio-économiques, des statuts aussi économiques et éducationnels comme facteurs de vulnérabilité, alors que ça ne s'applique pas à la situation. D'ailleurs, elle avait utilisé des données directes, des données indirectes ou partielles, et ça, c'est indiqué dans l'étude, et même des conclusions basées sur des données inférées ou partiellement contestées. Alors, elle avait, c'est la raison pour laquelle ces auteurs-là vont critiquer la méthodologie utilisée. Et c'est dommage parce que c'est cité tellement souvent, cette étude de Batten, qui est effectivement défectueuse. Qui sont, au fond, les personnes vulnérables? Bien, c'est celles qui ne répondent pas aux critères de la loi. C'est celles qui n'ont pas de maladies graves et incurables, et au Québec, qui ne seraient pas en fin de vie, puisqu'au Québec,
on a précisé que la personne devait être en fin de vie. C'est les personnes dont la mort est provoquée sans qu'elles aient été consultées. C'est celles qui ne sont pas aptes à consentir ou à refuser des soins et qui n'ont pas rempli de directives anticipées. Celles qui n'ont pas reçu et compris l'information pertinente pour la prise de décision. Peut-être les personnes moins instruites auraient de la difficulté à comprendre certaines informations, ou des personnes analphabètes, ou des personnes qui ne comprennent pas la langue, par exemple, sur qui des pressions ont été exercées pour influencer la décision, et ou des personnes qui ne subissent pas de souffrances physiques ou psychiques intolérables et inapaisables. Et là, je cite 3 articles différents. Une étude qui est particulièrement intéressante parce que c'est une revue systématique des écrits à partir de Medline et PsycInfo de 1950 à 2010, donc sur 60 ans, dans les Pays-Bas, Suisse, Oregon, Canada et autres États des États-Unis. Et là, selon des études de haute qualité, parce qu'ils ont 10 critères pour juger des études de haute qualité, 8 à 47 des personnes qui demandent l'euthanasie souffrent de dépression sévère ou de dépression. Donc ça, c'est un critère de vulnérabilité, effectivement, parce que la dépression, si elle est traitée, bien, peut-être que la personne changera d'idée concernant sa fin de vie. 12 à 39 de ceux qui font la demande est refusée et 2 à 10 de ceux dont les demandes sont acceptées ont des symptômes de dépression. Alors ça, c'est vraiment un critère de vulnérabilité par rapport à l'aptitude et au consentement libre et éclairé dont on parlait tout à l'heure. Il y a l'étude aussi de Chambert et ses collègues qui porte sur 142 euthanasies ou aides au suicide et qui ont été faites avec requête et 66, ici on voit ça ici, 66 euthanasies sans requête. Et les euthanasies qui ont été faites sans requête explicite, c'est sur des personnes de 80 ans et plus, des personnes qui sont atteintes de cancer. Mais disons que dans toutes les statistiques, c'est surtout les personnes atteintes de cancer qui bénéficient de l'euthanasie parce qu'il y a plus de personnes qui meurent de cancer. Il y a plus de personnes aussi qui sont suivies dans leur fin de vie quand elles sont atteintes de cancer. Par exemple, accès aux soins palliatifs, mais c'est plus facile pour des personnes atteintes de cancer que pour d'autres personnes. Qui meurent à l'hôpital, ici, on voit là, 67 des personnes qui meurent à l'hôpital impliquent souvent des spécialistes et non pas des généralistes. Et il y a eu une discussion là-dessus, seulement dans 22 des cas. Et puis la troisième étude, c'est celle de Cohen, qui, elle, est intéressante parce qu'elle compare la région métropolitaine de Bruxelles avec les régions non métropolitaines de Flandre. Donc, c'est comme la métropole par rapport à la région. Et donc, il y a 1,1 des décès dans la région métropolitaine de Bruxelles par euthanasie, qui va concerner des personnes de 80 ans et plus. Et ça, c'est par rapport à... C'est quand même plus que dans la région non métropolitaine de Flandre. Il y a 4,3 des décès qui sont provoqués sans requête dans la région métropolitaine de Bruxelles. Plus de décès en milieu hospitalier. Puis là, vous avez les références ici, là. Bon, je pense qu'il vient de... Ouais, ça ne donne rien, ça, finalement. C'est là qu'il faudrait que je me... On va y aller comme ça, tiens. J'aurais pu y penser avant. Plus de décès en milieu hospitalier, vous voyez, 61, en fait, 62 Plus de soins prolongeant la vie donnés dans la dernière semaine avant de mourir. Moins de consultations en soins palliatifs. 20 des décès sont précédés d'une intensification du soulagement de la douleur et des symptômes. Les proches sont inclus dans 50 des discussions par rapport à presque 66 des cas en Flandre non métropolitaine. Et ce qui est étonnant aussi dans ces statistiques, 14,3 sont sédationnés, la plupart nourris, hydratés. Fait qu'on fait de la sédation palliative continue, c'est-à-dire qu'on endort la personne avant de mourir, mais on l'alimente quand même. Ça, c'est un peu étonnant, ça. Et donc, sans consentement,
ni du patient et des proches pour 30 d'entre eux. Alors, ça aussi, ça fait partie de ce que je trouve intéressant, c'est que les auteurs aussi suggèrent que les caractéristiques d'une région métropolitaine pourraient se retrouver aussi dans une autre région métropolitaine. Autrement dit, plus les personnes meurent à l'hôpital, plus ils sont susceptibles d'avoir une fin de vie qu'ils n'ont pas finalement discuté avec leur médecin et qui sont plus susceptibles aussi d'avoir des soins curatifs jusqu'à la dernière semaine avant leur décès. La conclusion, je m'aperçois que le temps file vite. La loi n'instaure pas plus de transparence dans les pratiques de fin de vie si les médecins ne collaborent pas et définissent les actes en fonction de leur intention de déclarer. Il importe de mener des études indépendantes qui garantissent l'anonymat pour connaître les pratiques réelles et compléter les rapports de la commission. Il importe que les questions posées évitent la confusion en définissant clairement les termes sans laisser de zone grise, comme dans le cas de l'intensification de la douleur avec l'intention de hâter la mort, qui peut être interprétée comme un soulagement de la douleur conforme aux standards de pratique médicale ou comme une prescription de surdose pour faire mourir la personne. Il importe aussi d'inclure dans les enquêtes une définition plus large de l'euthanasie, incluant le fait de provoquer la mort intentionnellement sans requête du patient, dans le but de répertorier tous les actes non conformes à la loi. Les personnes vulnérables sont celles qui n'ont pas l'aptitude, la possibilité de consentir à leurs soins de fin de vie, celles sur qui des pressions sont exercées, des personnes dont les souffrances pourraient être apaisées d'une façon autre qu'un recours à l'euthanasie ou à la sédation palliative continue. Et les recommandations, standardiser l'évaluation de l'aptitude, qui n'est pas du tout la même par différents médecins actuellement. Éviter d'inclure l'euthanasie dans les directives anticipées, puisque l'aptitude y est présumée sans être évaluée. Former tous les médecins en soulagement de la douleur, ce qui n'existe pas au Québec, dans les curriculums universitaires. Former les médecins travaillant auprès des personnes en fin de vie sur le contenu de la loi et les techniques appropriées pour effectuer l'aide médicale à mourir. Rendre les soins palliatifs accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Et apporter un soutien interdisciplinaire dans tous les milieux de soins aux patients âgés, souffrants ou dépressifs, qui sont en fin de vie, particulièrement ceux qui n'ont pas de famille et qui vivent seuls. Et puis, ici, c'est la bibliographie. Et puis, ici, j'attends vos commentaires et vos questions.